Bienvenue sur mon podcast, c'est Gaëlle. Aujourd'hui, dans la deuxième partie de l'épisode La mort, parlons-en, je suis en collaboration avec l'émission La Diaspora Chuchote, diffusée sur Radio Campus et présentée par Aïcha Sow Ambali. Nous recevons pour l'occasion Monsieur Nicolas Jenkens, directeur des pompes funèbres africaines. Dans cet échange, il nous explique ce qui l'a motivé à commencer cette activité, la manière dont la communauté africaine a accueilli ses services et nous fait part des retours qu'il reçoit des clients qui l'accompagnent. Donc bonjour à vous les auditeurs et auditrices de Radio Campus et à toutes les autres audiences. Aujourd'hui, on a décidé de faire une petite collaboration pour parler d'un sujet dont il faut parler, donc qui est la mort. Donc c'est un sujet dont on ne parle pas assez à bâton rompu, c'est un peu un tabou, alors qu'en fait c'est nécessaire d'en parler. Voilà, je pense que c'est un sujet qui est nécessaire parce qu'on se rend compte que lorsque quelqu'un décède, il y a énormément de choses à gérer. Alors, c'est vrai qu'il faut gérer les émotions, mais lorsqu'il faut gérer toute la logistique, la paperasse et finalement le départ matériel de la personne, on est un peu démunis et on ne sait pas trop quoi faire. On ne sait pas vraiment où aller, on ne sait pas comment gérer les choses. Mais ce sont des choses qui peuvent être déjà préparées en amont pour justement faciliter à son entourage son départ. Donc c'est vrai que c'est pas facile d'en parler parce que on a toujours l'impression que le fait d'en parler, ça peut un peu nous mettre un pied dans la tombe. Mais c'est un sujet qui fait partie de la vie quotidienne. On sera tous confrontés à ça un jour. Et je pense que le fait d'ouvrir la discussion et d'en parler peut aider à voir plus clair, à préparer et à soulager un peu la peine de nos proches. Et donc, pour en parler, nous avons un invité, Nicolas Jenkens. Exactement. C'est bien cela. Vous êtes le fondateur des pompes funèbres africaines. Et comme le disait Gaëlle, il y a toute cette dimension culturelle et spirituelle même qui fait que dans nos communautés afro, que ce soit ici en diaspora ou sur le continent, il y a cette difficulté à aborder les questions mortuaires finalement. Alors avec vous, on va commencer par les motivations. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, pour les auditrices, auditeurs, un homme blanc, à entreprendre dans le domaine funéraire, mais à destination des afrodescendants. Et ensuite, on passera, comme le disait Gaëlle, à toute la partie pratico-pratique, logistique, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, pour soulager un maximum les personnes qui restent. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, un homme blanc, bien belge, je dirais même, à vous lancer dans ce domaine délicat et avec une niche aussi spécifique que le sont les Africains? Tout d'abord, je vais d'abord répondre à la question de qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer dans le secteur funéraire, tout simplement. Parce que c'est déjà en soi quelque chose d'assez étonnant. Et la toute base vient d'une forme d'intrigue et de curiosité. Donc depuis tout jeune, je voyais les corbillards passer de manière traditionnelle, il y avait toutes ces familles qui marchaient derrière le corbillard jusqu'au cimetière et je trouvais ça assez spécial, assez intriguant. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, tiens, en tant qu'étudiant, pourquoi me cantonner à aller travailler dans une grande surface ou dans un bar, alors que je pourrais finalement casser cette intrigue et aller voir un petit peu ce qui se passe derrière, ne serait-ce que pour ma curiosité personnelle. Et donc du coup, j'ai entrepris la démarche en tant qu'étudiant d'envoyer des CV et de trouver un petit job dans une entreprise de pompes funèbres, chose qui s'est concrétisée, 12 mois après l'envoi des premiers CV. Et donc, un jour, un entrepreneur de pompes funèbres m'a contacté pour me dire, écoute Nicolas, voilà, viens faire un essai, viens voir si c'est quelque chose qui fonctionne avec toi, si c'est quelque chose avec lequel tu ressens une vibration et on verra. Et donc, je suis allé au rendez-vous, j'ai travaillé une journée et ça a été je pense que ça a été le coup de foudre de ma vie, dans le sens où j'ai découvert non pas un métier, mais plutôt une vocation. Et à partir de là,
une chose en a entraîné une autre, et je suis revenu la semaine d'après, et puis encore une semaine après, et puis finalement, j'y allais de plus en plus souvent, et je jonglais entre les cours et mon job étudiant comme dans une entreprise de pompes funèbres. Plus je passais du temps là-bas, plus je découvrais des choses. Il y a évidemment les aspects très pratico-pratiques de la personne défunte qu'on doit prendre en charge, mais il y a encore plein d'autres choses tout autour, ne serait-ce que des déclarations administratives, la prise en charge d'une famille, l'organisation concrète de la cérémonie, la pose des pierres tombales. Donc en fait, c'est un métier qui regroupe plusieurs métiers. Et je me suis dit, voilà, je crois que j'ai trouvé ma voie. Donc une fois que j'ai fini mes études, je continuerai là-dedans. J'ai terminé mes études, et un entrepreneur de pompes funèbres est venu me voir en me disant, mais écoute, j'ai vu ton CV passer, et je sais qu'entre-temps, tu as acquis un tout petit peu d'expérience. Et donc, si ça t'intéresse, moi, je vais te mettre le pied à l'étrier, je vais t'apprendre l'étape d'après, vu que tu as appris tout le métier sur le terrain, et maintenant, tu vas peut-être pouvoir apprendre aussi le métier directement en face des familles. Mm-hmm. Donc, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, j'ai pu aussi accompagner des familles. Et jusqu'au moment où ce monsieur est décédé, et la famille donc les fils qui ont repris le flambeau m'ont dit, voilà, viens à nos côtés pour nous donner un coup de main, et ça te permettra peut-être d'avoir aussi un œil sur l'aspect vraiment entrepreneurial d'une entreprise de pompes funèbres. Et donc pendant toutes ces années, j'ai pu couvrir un petit peu chaque échelon qui construisait ce métier, qui façonnait ce métier, et je trouvais ça toujours aussi passionnant. Au-delà de ça, j'ai évidemment rencontré de nombreuses familles, mais dans ces familles, je rencontrais aussi des familles africaines. Et la responsabilité première d'un entrepreneur de pompes funèbres, c'est de pouvoir couvrir absolument tous les besoins d'une famille. C'est-à-dire qu'une famille, une fois qu'elle sort du bureau, elle ne doit rien avoir à se poser comme question, et en tout cas, rien avoir à faire. Et si elle a une question à se poser, elle appelle l'entrepreneur de pompes funèbres qui répondra tout de suite. Mais ici, avec une famille d'origine africaine, c'était pas pareil, parce que la culture est différente et les besoins sont différents. Or, évidemment, en Belgique, on est au top pour organiser les funérailles selon nos mœurs, mais un petit peu moins spécialisé, et un petit peu moins... je vais dire, en phase avec une culture qui n'est pas forcément la nôtre. Donc, la deuxième responsabilité d'entrepreneur de pompes funèbres, c'est aussi de pouvoir répondre à toute demande, peu importe la culture, peu importe le culte religieux. Je me suis dit, c'est un petit peu dommage quand même qu'à un point donné, la famille va quitter le bureau et va avoir encore toute une partie de choses à faire qui reste relativement stressante, alors qu'elle vient déjà de subir un traumatisme de la perte du proche, et que tout ce dont elle a envie, c'est de pouvoir se recueillir en famille. Je pense que peu importe la culture, peu importe la religion et les croyances, on a de toute façon envie de se retrouver en famille et de se poser un minimum. Il était temps de me rendre compte de la situation, et donc je me suis penché sur la communauté, beaucoup plus que ce que je ne savais, et là je me suis rendu compte évidemment que la communauté, elle est énorme. Elle est super implantée, elle a ses quartiers, elle a ses restaurants, elle a ses coiffeurs, elle a ses pasteurs, ses prêtres, ses églises, ses agences de voyage, ses magazines, ses réseaux sociaux. Tout ce qu'il faut pour conserver sa culture et conserver son identité. Quand il y a une naissance ou quand il y a un mariage, par exemple, il y a les mariages coutumiers qu'on organise ici en Belgique. Quand il y a une naissance, ce sont aussi des événements particuliers qu'on organise. Et finalement, quand il y a un décès, là, la famille africaine doit se conformer à ce que la personne belge propose. Ce qui, je trouve, est un énorme... il y a un énorme fossé entre les deux. Et je trouve que c'est pas tout à fait bien. Parce que une famille d'une autre origine a le droit d'avoir aussi quelque chose qui ressemble à sa culture. La deuxième question, c'est de se dire, mais pourquoi il y a un tel développement au niveau de la culture, mais il n'y a personne qui a entrepris la démarche d'ouvrir des services funéraires par rapport à la culture. Et là, par contre, je me suis rendu compte que c'était une question... vous avez utilisé un super mot tout à l'heure. C'était pas philosophique, mais... culturel et spirituel. Spirituel, voilà. Spirituellement, parler de la mort, c'est comme si on l'appelait et que le lendemain matin, elle arrivait à sa porte. Exactement. Oui. Et ça, évidemment,
je pense que c'est la grosse énigme et c'est le gros point complexe de la culture, c'est qu'il y a peut-être une tendance à faire l'autruche par rapport à ça, et finalement, ben, à un moment ou un autre, on y arrive quand même, et c'est un petit peu la catastrophe. Et donc, évidemment, ben, vu que spirituellement, on a ce point de vue-là, évidemment, il n'y a, ben, il y a pas grand monde qui a entrepris le fait d'ouvrir une entreprise de pompes funèbres. Pour autant, c'était nécessaire. Donc, pour vraiment me rendre compte de la situation, je suis parti jusqu'en Afrique, notamment à Kinshasa, pour me rendre compte de la situation et vraiment voir la différence de culture. Et effectivement, il y a vraiment, voilà, c'est une autre manière de faire les choses. Donc, en revenant, je me suis dit, ben voilà, s'il n'y a pas une personne de la communauté qui va le faire, ben moi, je vais entreprendre la chose et je vais faire le premier pas. Et c'est comme ça que c'est parti. Heureusement, j'ai ma compagne qui a toujours été derrière moi et qui a toujours cru en cette idée. Je pense qu'elle était même une des premières à y penser avec moi. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est lancé. Et un jour, la vie a fait qu'il fallait que je lance. Et donc, j'ai lancé les pompes funèbres africaines que j'ai établies à Matongé, parce que culturellement parlant, historiquement parlant, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Et c'est comme ça que c'est né, tout simplement. Ok. Et comment vous avez été reçu par la communauté, justement? Ben, ça a été à double tranchant. Il y en a qui étaient ravis en me disant, mais enfin quelqu'un qui va proposer des services funéraires pour la culture et la communauté, que ce soit communauté congolaise. En fait, ce sont des services qui s'adressent à tous les diasporas, rwandaises, congolaises, burundaises, sénégalaises, camerounaises. Mais c'est vrai que, comme je l'ai dit, ça a été deux types d'accueil différents. Un accueil qui était très positif en disant, ben voilà, on va enfin pouvoir utiliser des services qui vont nous alléger la tâche et qui vont nous aider et qui vont aussi nous permettre de retrouver un petit peu notre identité. Et d'autres qui m'ont dit, bon, bah écoute, toi, tu gagnes de la vie sur la mort des Noirs. Bon, j'ai dit, ouais, c'est assez terre-à-terre comme conclusion, mais d'une manière ou d'une autre, il faudra toujours faire appel à un entrepreneur de pompes funèbres. Et deuxièmement, quitte à faire appel à un entrepreneur de pompes funèbres, autant que ce soit un entrepreneur qui amènera des services concrets et des solutions concrètes. Oui, adéquates à ce qu'on cherche finalement. Voilà. C'est vrai que la grande question, le grand débat que j'ai eu, c'était l'appropriation culturelle. Ok. Et je peux tout à fait le comprendre. Et en même temps, je pense qu'il n'y a pas un meilleur pays que la Belgique pour représenter une telle mixité culturelle. Qui fait qu'on peut tout à fait s'intéresser à une culture et être ami de la culture sans pour autant se l'approprier. Mais c'est un débat qui encore actuellement est de temps en temps mis sur la table. Donc il y a eu des super échos, il y a eu des super accueils, et il y en a eu d'autres qui étaient un petit peu plus mitigés. Et comme on a discuté la dernière fois avec Achaïso, c'est tout à fait ça aussi d'avoir ces discussions et ces débats, et c'est tout à fait ça d'avoir des personnes qui sont plus réticentes l'un dans l'autre. Si moi je peux ouvrir la voie à quelque chose de nouveau, je veux dire, moi je suis pas fermé à collaborer avec des gens, je suis pas fermé à avoir des concurrences, à de bonne guerre. Je veux dire, voilà, je pense que c'est une porte que j'ouvre avant tout. Et après, s'il y a une personne qui le fera mieux que moi, il faut qu'elle le fasse, évidemment. Et au niveau des prestataires, des personnes avec qui vous travaillez avec des gens de la communauté, justement, ou bien J'essaie. Là, pour l'instant, je suis tout petit. Donc, pour le moment, je travaille à petite échelle. Mais l'idée, c'est de pouvoir créer une équipe avec des personnes qui sont aussi issues de la diaspora. Parce qu'elles sont... personne n'est mieux placé qu'une personne de la diaspora pour connaître sa culture et pour répondre vraiment aux besoins de la culture. Et deuxièmement, c'est aussi une forme de promouvoir de l'emploi. L'idée, c'est de mélanger le tout. C'est de nouveau créer une forme de mixité culturelle, mais pour une fois, dans le sens de la culture africaine et de la communauté, tout simplement. Donc pour le moment, mes prestataires, je m'entoure de personnes à qui je peux poser des questions, des personnes qui peuvent me donner des fois la bonne direction, parce qu'évidemment, la culture africaine, elle est énorme. Elle est vaste. Oui. Et donc, et en plus, elle est morcelée par plein de sous-cultures par rapport aux régions, par rapport aux pays. Et donc, je pense qu'il me faudra une vie complète pour connaître ces cultures. Et encore, je ne sais même pas si j'aurai assez d'une vie complète. Donc,
voilà, pour le moment, les prestataires sont plus des conseillers et des personnes qui m'orientent pour que je puisse faire, en tout cas, promouvoir la meilleure qualité de travail. D'accord. Et justement, quand vous parliez des relations avec la famille, donc en général, avec qui vous communiquez? Est-ce que les gens viennent spontanément vous poser les questions ou est-ce que c'est vous qui allez poser les questions pour savoir quel type de funérailles ils veulent, quel type de matériel ils veulent utiliser Je commence toujours, quand on organise, en général, quand une famille vient dans un bureau de pompe funèbre pour organiser des funérailles, dans les grandes lignes, elle sait plus ou moins vers où elle veut se diriger. Donc moi, la première chose que je fais, c'est de poser la question, de savoir qu'est-ce que vous avez en tête, de manière très générale. Et à partir de là, à partir des informations que je vais recueillir de la famille, je vais pouvoir commencer à les orienter en disant, mais tiens, par rapport à ça, est-ce que vous voulez qu'on le fasse de cette manière-là ou cette manière-là? Est-ce que vous avez pensé à ça? Peut-être réfléchissez à ça. Et au fur et à mesure de la réunion qu'on a ensemble, on commence à structurer et construire l'organisation des funérailles. Donc ça va dans les deux sens. On me pose les questions et je viens avec des éventuelles solutions. Donc c'est vraiment un échange. Et à partir de là, en général, à la fin de notre séance, à la fin de notre réunion, la plupart des infos sont déjà pliées et il n'y a plus qu'à mettre tout en pratique pour faire tourner la machine, quoi. Ok. Donc, et est-ce que vous organisez aussi des rapatriements des corps dans les pays d'origine? Parce que je sais qu'il y a pas mal de cultures qui préfèrent que les corps soient enterrés directement sur le sol africain. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est aussi un service que vous proposez Ça fait partie des services les plus élémentaires par rapport justement à la culture, parce qu'il y a deux types de manières de voir les choses. Il y a la première où finalement, les enfants sont... La personne défunte a vécu 40 ans ici, les enfants sont ici, tout le monde est établi, donc on va rester finalement en Belgique. Et d'autres personnes qui vont dire, non, peu importe, on rentre au pays. Donc évidemment, la question du rapatriement et le service de rapatriement sont disponibles et sont des rapatriements de et vers l'étranger. Donc une personne qui est domiciliée en Belgique, mais qui est africaine et qui passe ses vacances en Afrique, par exemple au Congo ou dans son pays d'origine, pourrait décéder sur place et vouloir revenir en Belgique, et inversement. Donc il y a un service de rapatriement dans les deux sens. Et évidemment, avec la prise en charge de l'entièreté, de toutes les déclarations administratives, de l'obtention des autorisations, des soins spécifiques, de l'utilisation d'un matériel spécifique aussi et de fournitures spécifiques pour tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment que la famille n'ait aucune question à se poser, que ce soit pour des funérailles en Belgique, un rapatriement vers l'étranger ou de l'étranger, des assurances aussi, parce que ça fait aussi partie des services. Donc oui, il y a les services de rapatriement. Ok. Et alors, j'avais une autre question, parce que parfois, dans certaines familles, les gens ne s'accordent pas sur est-ce qu'on rapatrie le corps, est-ce qu'on reste ici avec le corps, est-ce qu'on l'enterre, est-ce qu'on l'incinère. Est-ce que vous jouez aussi un peu un rôle de médiateur dans les familles? Parce que je suppose qu'il peut y avoir des désaccords entre les différents membres. Oui, ça arrive... mais c'est déjà plus délicat. Il y a un téléphone. Oui, c'est bien, mais c'est pas urgent. Donc, ça arrive, mais c'est plus délicat parce que le but d'organiser quand on organise des funérailles, le but de la réunion, c'est l'organisation pratique des choses. Et je pense que pour avoir un bon rôle de médiateur, il faut connaître un tout petit peu l'histoire de la famille, en tout cas un minimum, ou en tout cas l'histoire de la personne défunte. Et là, c'est déjà plus compliqué, parce qu'évidemment, moi, je connais rien des gens, et venir poser une opinion ou une éventuelle solution pourrait des fois froisser les gens. Donc, j'explique les avantages et les inconvénients de chaque chose. Et de manière générale et philosophique, j'essaie de donner un petit peu mon point de vue, sur ce que je pense. Après, j'essaie de ne pas aller trop loin non plus,
Parce que, de nouveau, je ne connais pas tous les tenants et tous les aboutissants familiaux. Donc vous gardez un rôle objectif. Il faut. Mais Il faut. vous êtes à l'écoute s'il y a des questions, sûr. s'il y a des interrogations. Bien sûr. Okay. Et par contre, si j'entends qu'il y a des choses qui seront vraiment compliquées par le fait qu'on va rester en Belgique ou par le fait qu'on va rapatrier le défunt au pays, je vais mettre ça en lumière aussi, en disant, pensez peut-être quand même à ça. Et ça va peut-être aussi diriger les diriger et les orienter et peut-être faciliter la situation. Maintenant, de manière générale, on sait 96% des familles savent exactement ce qu'elles vont faire. Okay. C'est surtout au niveau de la communauté. On sait déjà très souvent comment. Il y a même des diasporas où la question se pose même pas. Je veux dire, c'est rapatriement d'office. Donc, j'ai plus ce problème de rôle de médiateur, je dirais, qu'une famille belgo-belge, qu'avec une famille de culture africaine. Okay. Parce que je pense qu'ils sont à ce niveau-là. Je pense que la culture est assez claire, on sait quel est le processus. C'est ça, c'est ça. C'est différent, tout simplement. Alors moi j'avais une question, parce que là on parle effectivement des services que vous proposez et déjà du concret. Mais que faut-il faire, puisqu'on a aussi ce problème, Gaëlle, dis-moi si je me trompe, dans nos familles, en tout cas en diaspora et même évidemment sur le continent, d'organisation et de préparation de la mort. Combien de nos parents ont des testaments, combien d'entre nous avons des assurances. Donc, quels sont les points d'attention auxquels on devrait veiller, justement, sur lesquels on peut informer nos auditeurs aujourd'hui, et quels sont les plus que vous apportez avec votre structure. Donc, vous adressez à une population particulière qui a des besoins spécifiques. Tout à l'heure, vous parliez d'assurance. Tous les ressortissants afrodescendants en Belgique ne sont pas forcément en ordre administrativement. Est-ce que pour eux aussi, vous avez des solutions ? De toute façon, pour tout le monde, il y a toujours des solutions. D'une manière ou d'une autre. On essaie toujours de trouver la meilleure solution et on essaie toujours que ce soit le plus digne possible et à l'image de ce que la personne voulait. L'objectif des pompes funèbres africaines, c'est de proposer exactement le même accompagnement que pour une famille belge, mais selon la culture africaine. Ce qui veut dire qu'on va couvrir des choses beaucoup plus spécifiques, telles que la location des salles de veillée, la location des salles de cérémonie, la location des salles pour le bain de consolation, les reportages photos et vidéos, les rediffusions au pays, les impressions de t-shirts, les déroulés des obsèques, les affiches, etc. Ce sont des choses qui en Belgique ne se font pas souvent, assez rarement même, mais qui sont beaucoup plus la norme dans la communauté. Et l'idée, c'est d'avoir un seul et même interlocuteur pour tout. Je pense que ça facilite grandement les choses et ça éclaircit pas mal de points. La famille, sachant que quand elle sort du bureau, tout est déjà préorganisé et il suffira d'avoir quelques petits coups de fil avec l'entrepreneur pont funèbre parce qu'évidemment, il y a 2-3 petites choses quand même à mettre en place. L'objectif général, c'est ça, c'est d'avoir une seule et unique personne vraiment pour tout. Quand une personne décède et qu'elle a une assurance, évidemment, l'entrepreneur, en tout cas mon rôle, c'est aussi de faire en sorte de tout débloquer directement sans que la famille n'ait aucune démarche à faire elle-même et qu'elle ne voit presque même pas, en fait, limite même pas la facture passer. Qu'elle ne s'occupe pas de tout ça. Mais donc, comment on se prépare justement à tout ça ? Quelles sont les étapes et quelles sont les informations que vous pouvez donner aujourd'hui à notre audience pour se préparer ? Donc, est-ce qu'il faut absolument une assurance ? Parce qu'on connaît tous Dela, pour ne pas les citer. Est-ce qu'il faut absolument une assurance chez Dela ou est-ce qu'il y a des alternatives ? Est-ce qu'il faut absolument faire un testament pour donner ses dernières volontés ? Ou est-ce que le dire à un proche, à un ami, à un compagnon, à un enfant ou à un frère ou une sœur, c'est suffisant ? Est-ce que ça va justement dans ces volontés de « je veux rentrer au pays, je ne veux pas être incinéré et je veux porter ce super jeans que j'adore » ou bien, quelles sont toutes les étapes que la personne peut faire de son vivant pour se préparer justement pour que, comme vous venez de le dire, la famille ait le moins de charge mentale possible au moment du décès ? Il y a plein de monde qui prennent des assurances vie. Il y a des gens qui préparent leur succession, qui font tous des montages, etc., des donations.
Je pense qu'il peut y avoir exactement la même initiative et la même démarche au niveau d'un décès. On sait tous que l'essence même de la vie, dans l'essence même, il y a la mort. Donc on sait tous qu'à un moment ou à un autre, on va être confronté. Donc quitte à être confronté, autant savoir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas, et autant le faire savoir aussi. Ça facilite la tâche à tout le monde. Ce qui veut dire que, évidemment, une assurance, c'est hyper intéressant dans le sens où ça enlève un gros poids financier. Les décès, ils peuvent survenir à tout moment, et c'est pas en sachant que des obsèques sont parfois onéreuses. Le fait d'avoir une assurance, ça va quand même grandement aider la famille. Ne serait-ce que financièrement, ça va enlever un énorme poids. Et une fois qu'on fait cette démarche de prendre une assurance parce qu'on veut épargner à sa famille certains problèmes, à ce moment-là, autant pousser l'idée jusqu'au bout et remplir par exemple une déclaration de volonté. Une déclaration de volonté, c'est un document qui va reprendre les points essentiels ou alors les détails de ce qu'on veut ou de ce qu'on ne veut pas. Par exemple, dire moi je veux être inhumé en Belgique ou je veux être rapatrié au pays. Si je suis inhumé en Belgique, ce sera là ou là. J'ai une assurance décès ou je n'ai pas d'assurance décès, et la personne qui sera qualifiée pour organiser mes funérailles est telle personne et voici ses coordonnées. Ça, c'est vraiment une déclaration élémentaire, mais qui aide grandement aussi au niveau de la décision, parce qu'évidemment, quand on organise des funérailles, on veut le mieux pour le défunt. On veut faire exactement comme la personne voulait, etc. Et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Qu'on sait pas toujours finalement ce que la personne voulait. Donc le fait de laisser, des informations ou de dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ça aide aussi grandement la famille. On peut aller beaucoup plus loin dans les informations. On peut dire, je voudrais bien. Ce que je voudrais, ce serait une cérémonie à l'église ou une cérémonie ailleurs. Moi, je suis de culte catholique, protestant, musulman et anglican. Je suis de aucun culte confessionnel. Si je souhaite me faire inhumer, ce sera à tel endroit ou tel endroit, ou pas à tel endroit. Je veux des fleurs, je veux pas de fleurs, je veux pas qu'il y ait de faire part sur les réseaux sociaux. Voilà, ça peut être du très simple au très détaillé. Évidemment, il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui pensent aux détails. Donc, la grande majorité va dire, moi, je vais remplir cette partie de document qui va dire, je veux ça, je veux être inhumé ou je veux être rapatrié, je suis croyant ou non croyant, et j'ai une assurance ou j'ai pas d'assurance. Voilà, ça fait déjà quand même beaucoup. Ces deux documents rassemblés, l'assurance et la déclaration de volonté, on élimine le poids financier et on élimine le poids émotionnel au niveau de l'organisation, parce qu'on sait qu'il y a des notes qui ont été laissées, on sait qu'il y a des instructions qui ont été laissées, plus ou moins détaillées. Et surtout, on est soulagé de se dire, on va faire partir la personne comme elle aurait aimé partir. C'est exactement ça. Oui, c'est rassurant sur l'argent, et c'est même presque... je peux pas dire le mot réjouissant ou satisfaisant, parce qu'on se réjouit jamais de la situation. Je pense que ça soulage, oui. Il y a une forme de... On est content, c'est un dernier cadeau qu'on fait aussi. Exactement. C'est un dernier cadeau, et ça, c'est super agréable à ressentir. En tout cas, moi, pour ma part, quand je vois que le travail que j'ai fourni fait que les gens sont satisfaits, en fait, c'est là où le métier d'entrepreneur de pompes funèbres prend toute sa beauté. C'est qu'il y a vraiment... On arrive à un moment dans la vie d'une personne qui est très délicate, et on l'aide à passer une étape qui peut être terrible si elle est mal faite. Exactement. Et le soir, quand on rentre chez soi, on se dit j'ai fait quelque chose de vraiment bien. Et la prise en charge du défunt à proprement parler, c'est 20 ou 30% de l'entièreté du dossier. Après, il y a tout cet aspect événementiel, tout cet aspect social, toute cette approche. C'est super agréable, en fait, comme métier. Mais c'est vrai qu'il y a... C'est organisateur d'événements, en fait. Dans l'urgence. C'est des événements dans l'urgence. C'est comme planificateur de mariage, mais en 5 jours. Donc, voilà. Mais c'est presque un événement, hein. En fait, malheureusement, c'est un événement. Oui. Pas forcément heureux, mais ça reste un événement. Exactement. Et il faut qu'il soit bien fait. Mais ça dépend, pas forcément heureux, parce que toujours culturellement, par exemple, ça a beaucoup tourné pendant le Covid, ces vidéos là, des Ghanéens qui venaient chercher et tout. Il y a des pays et des cultures africaines, je pense justement au Ghana, où le culte funéraire est festif. Oui. Et en fait, on célèbre. On célèbre la vie de la personne et tout. Et même le cercueil est fait en fonction de la vie de la personne. Les gens sont
dans la joie de dire que cette personne, et même au Togo, d'ailleurs, quand une personne meurt assez âgée, on la célèbre, on s'habille en blanc, on danse, etc. Donc, c'est aussi le fait d'être en Occident avec tout le contexte qui nous rend vraiment... L'Occident est beaucoup plus austère. Hein, l'aspect judéo-chrétien, la mentalité judéo-chrétienne qu'on a par rapport aux funérailles, très austère. Tout le monde en noir, tout le monde la tête un peu baissée. On ne parle pas beaucoup. Quand on parle tout bas. Alors on se regarde sans se regarder. Peut-être que les gens ne veulent pas ça. Qui a envie de laisser toute une famille ça commence doucement à changer triste. aussi. Hein, ça commence tout doucement à changer. Mais je veux dire, allez, culturellement parlant... une cérémonie pour une personne de la communauté africaine sera beaucoup plus chaleureuse, même si elle est triste. Elle sera de toute façon beaucoup plus chaleureuse. Il y a beaucoup plus de chants, les gens se prennent beaucoup plus dans les bras. Il y a une forme de solidarité, il y a une ferveur. Voilà, ça reste quand même ancré aussi dans la culture. Et chez nous, ça commence à changer, mais ça alourdit le poids de non seulement. Il y a une personne qui décède, mais chez nous, on se flagelle presque en se mettant un poids supplémentaire. Donc, c'est parfois terrible. Ouais. Et on intériorise beaucoup aussi les émotions. Il n'y a pas de pleureuse, on ne voit personne se jeter sur le cercueil à l'église. Alors que c'est libérateur, finalement. Évidemment, ça permet d'entamer son deuil et de continuer à vivre. Et ça, je pense que c'est une leçon que les Africains peuvent donner sur les Européens. Parce que ce qui est incroyable, c'est que on en discutait il y a quelques minutes. Le fait de parler de la mort, c'est comme si on l'attirait, et en même temps, il y a cet aspect après les funérailles, il y a cet aspect très terre à terre où on le pleure, mais on continue à vivre quand même. Donc, c'est quand même assez spécial. Hein, comme on dit en anglais, life goes on. On est obligé de continuer à vivre. On ne peut pas s'arrêter. Et d'ailleurs, je pense que justement, tous les soucis administratifs qui sont liés au départ de quelqu'un nous rappellent que, OK, la personne est partie, mais toi, tu es encore là et tu as encore ça à gérer. Donc, Mais ça, voilà, tous ces soucis administratifs, c'est l'entrepreneur qui fait ça pour une grande partie. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que ils sont tout à fait personnels. Là, ce sont l'ordre des successions, etc. Et quand bien même, on sait apporter une solution, très souvent, on sait apporter une solution sans devoir passer par un notaire ou sans avoir des frais qui sont énormissimes. Mais de manière générale, ça, ce sont toutes des choses que l'entrepreneur doit faire. Hein, donc, et qu'on fait. Et en tout cas, moi, que je fais et que je pense que la plupart de mes confrères font aussi. Revenons un peu au côté pratico-pratique. Donc, comme je vous le disais, il y a pas mal de ressortissants afro-descendants qui sont en difficulté administrative. Est-ce que vous avez des services spécifiques pour ces personnes et est-ce que, en tant que citoyen conscient, comme nous le sommes tous ici, on peut aussi prendre une assurance pour une autre personne? Donc, veiller à ce que cette personne... soit protégé et se prémunir aussi, par exemple un parent qui serait un peu plus âgé ou un oncle, une tante qui débarque ou même un étudiant, les étudiants qui viennent finir leur cursus ou entamer des cursus universitaires. Il y a des services pour tout le monde, que ce soit des personnes qui résident en Belgique ou d'autres qui sont juste de passage ou d'autres qui ne sont pas même régularisés au niveau de leurs papiers, etc. D'une manière ou d'une autre, si le décès survient, on organise les funérailles. Il y a évidemment les assurances. Il y a aussi... L'inconvénient de l'assurance, c'est que c'est nominatif. Donc, on peut pas assurer quelqu'un d'autre que soi. C'est-à-dire que moi, si je prends une assurance, je vais la prendre pour moi, je ne peux pas la prendre pour ma maman. Après, mais on peut assurer ses enfants, non? Oui, mais je pense les enfants mineurs. En fait, les enfants mineurs sont d'office couverts. Ok. Mais je me demande si justement Bella ne permet pas de couvrir une famille entière. Mais non, en fait, les époux peuvent prendre chacun une assurance. Et donc, sous le même toit, il y aura deux assurances différentes qui seront pour le papa et la maman. Et les enfants, par contre, qui sont mineurs, sont tous couverts si jamais il y a quoi que ce soit. Mais évidemment, si maintenant, moi, j'ai ma maman qui a 65 ans... C'est jeune, 65 ans. Non, mais ma maman qui a 65 ans, je me dis, tiens, je vais prendre une assurance pour ma maman, pour au cas où il arriverait quoi que ce soit. Della va me dire, c'est jusqu'à maximum 69 ans. Donc, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir cotiser pour ma maman, etc. Parce que l'assurance va être au nom de ma maman. Donc, à partir de 69 ans, on devra faire c'est ce qu'on appelle je l'ai sur le bout de la langue. Une prime unique qu'on va payer en une seule fois. D'accord. Voilà. Mais c'est bon à savoir, ça. Oui. Par contre, il y a le système.
il y a la tontine qui est différente, où là, on peut payer à son rythme. Mais ça, c'est pas via l'assurance. Mais ça, c'est vous qui l'organisez. Exactement. Et comment ça se passe? C'est-à-dire que il y a un contrat qui s'établit entre l'entreprise et la personne. Et en fait, la personne verse à son rythme et reçoit un relevé annuel avec tout ce qu'elle a payé. Et évidemment, ça, vu que c'est pas nominatif, ça peut être utilisé pour quiconque dans la famille. Donc, ok, et il y a un montant minimum, il y a des conditions, non, est-ce que c'est légal aussi? Il n'y a pas de montant minimum. Par contre, la différence avec l'assurance, c'est que par exemple, quand on couvre un montant de 10 000 euros avec l'assurance, du moment où on commence à cotiser, l'intégralité des 10 000 euros sera débloquée, même si on n'a payé que 2 cotisations, par exemple. Tandis que la tontine, mais évidemment, c'est ce qui est débloqué, c'est ce qui a été versé, c'est ce qui a été cotisé. D'accord. Donc ça, c'est la différence. Donc si finalement on a versé que 60 euros, il y aurait que 60 euros. Tandis que l'assurance, si on a cotisé 2 fois 20 euros, mais qu'on avait pris un capital de 10 000 et que la personne décède, c'est 10 000 euros qui sont débloqués. Donc ça, c'est la grande différence. C'est la grande différence. Donc maintenant, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux solutions, dans les deux situations, de toute façon. Et donc, toute personne qui nous écoute aujourd'hui peut se rendre dans votre bureau à Matongué pour souscrire, par exemple, à cette tontine. Oui. Ok. C'est ça. Et donc, qui lui garantirait en cas de versement d'une somme suffisante. C'est ça, ou alors un de ses proches ou quoi. C'est une forme d'épargne, en fait. Tout à fait. C'est une forme d'épargne, tout simplement. Et c'est quelque chose qui se fait relativement souvent dans la communauté, d'ailleurs. Ne serait-ce que même des fois pour des billets d'avion, etc. On vient tous les mois déposer un petit peu de sous. Donc ça reste un système aussi qui est relativement connu de la communauté. Et je trouve que c'est plutôt une bonne alternative pour ceux qui ont soit, par exemple, qui savent que financièrement parlant, pour eux, c'est pas toujours simple et qu'ils ont des fois des trous au niveau de leur cotisation et qui risquent des fois d'avoir des soucis au niveau de la cotisation, ou qui veulent cotiser pour quelqu'un d'autre. Voilà, ça peut être une alternative. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aider au maximum. Ok. Voilà. As-tu des questions? Oui, donc vous organisez aussi donc la partie, donc vous disiez cérémonie. Oui. Donc, est-ce que vous êtes en contact avec des gens qui font du catering, qui sont... Oui. Ok. Oui, le but, c'est aussi de pouvoir faire intervenir des indépendants et des personnes qui sont issues de la communauté aussi, pour pouvoir faire bouger un petit peu l'économie à ce niveau-là et leur donner du boulot aussi. Tout ce qui est reportage vidéo, tout ce qui est catering, tout ce qui est, par exemple, les boissons, etc., pour les bains de consolation ou d'autres réceptions, qui en plus sont des personnes qui vont fournir des types produits, de boissons qui sont un peu plus adaptés, qu'on voit plus souvent dans les bars, dans les restos, etc. Donc oui, le but est de vraiment collaborer avec le plus de monde possible au niveau de la communauté. Ok, donc, et vous avez aussi donc des interprètes pour s'il y a des gens de la famille justement qui viennent vous demander vos services, mais qui ne parlent pas bien français, par exemple. Vous avez pour l'instant, il y a toujours une personne qui parlait bien français. D'accord. Donc j'ai jamais vraiment eu besoin de faire appel à un interprète, ou en tout cas une personne qui parle anglais, et donc on parle en anglais. D'accord. Mais j'ai pas encore eu ce souci-là. D'accord. Donc, alors ça... Et le jour où il y aura un souci, on trouvera une solution. Je n'en doute pas. Les entrepreneurs de pompes funèbres, c'est un peu comme des chats, hein. Ils retombent toujours sur leurs pattes. Et on s'adapte parce que s'ils ne retombent pas sur rapidement. leurs pattes, c'est que ça ne marche pas. Donc voilà, il faudra toujours trouver une solution, quitte à pas dormir. Okay. À ce point-là. Ah bah oui, évidemment. L'organisation des funérailles, c'est qu'une question de détail. Et il suffit d'une chose pour tout faire capoter, et c'est un drame. Moi, je me mets à la place d'une famille. Si je perds un membre de ma famille et que je vais faire appel à un entrepreneur de pompes funèbres et qu'il arrive un truc qui ne va pas, c'est un drame. Hein. Donc, il faut en être conscient. Donc, s'il ne faut pas dormir, on ne dormira pas. C'est comme ça. Okay. On trouvera toujours une solution. C'est un métier surprenant, en tout cas, qu'on découvre. J'aimerais
aborder avec vous la partie juridique, parce qu'il y a aussi des règles qui régissent la mort, qu'on ne connaît pas et qu'on découvre quand on est confronté au décès d'un proche. Mais avant cela, j'avais une question que je viens d'oublier. Ah là là. J'avais une question. Oui, voilà. J'avais une question sur le process. On est confronté à un décès inopiné ou prévu. Qu'est-ce qu'on fait ? On vous contacte, on contacte en tout cas un service funéraire, et après, parce que c'est des choses auxquelles on ne nous prépare pas, on n'est pas formé pour ça, oui. C'est vraiment des choses qui arrivent, on est confronté de but en blanc, si je peux dire. C'était pas voulu. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? On appelle donc le service de pompes funèbres, par exemple, les pompes funèbres africaines, et après, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit préparer en attendant que vous arriviez ? Comment ça se passe concrètement ? Il y a 2 grandes choses à savoir. La première chose, c'est que le décès doit être déclaré par un médecin. Donc, un médecin doit rédiger un acte de décès avant que l'entreprise de pompes funèbres puisse agir. En général, dans les hôpitaux, dans les résidences, les maisons de repos, etc., ça se fait automatiquement. Je veux dire, cette question ne se pose même pas. Quand c'est un décès à la maison, là, on va faire appel, on va appeler son médecin traitant ou un médecin de garde qui va attester le décès. Et si c'est sur la voie publique, alors en général, c'est le service qui est sur place, le SMUR ou la police ou quoi. À partir de ce moment, une fois que l'acte de décès a été rédigé, alors la famille, elle peut appeler l'entrepreneur. Enfin, en tout cas, elle peut déjà appeler l'entrepreneur de pompes funèbres, mais qui attendra que le décès soit officialisé. Il faut d'abord délivrer le certificat. Voilà. Et à ce moment-là, la famille peut appeler une entreprise de pompes funèbres pour entamer les démarches. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Donc il faut que le décès soit acté par un document. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de délai après. Il ne faut pas se sentir pressé. On peut organiser les funérailles dans les 4 jours. On peut organiser les funérailles dans les 15 jours. Évidemment, plus on prend du temps, plus émotionnellement c'est compliqué et pratiquement, c'est pas toujours non plus idéal. Il y a des frais aussi. Il y a des frais aussi. Mais de manière générale, les gens, les premières choses dont les gens ont peur, c'est au niveau du temps. Et il faut faire ça, il faut le faire. Et c'est toujours, prenez le temps. On n'est pas un jour près de toute façon, sauf si vous le voulez. Mais voilà, on n'est pas dans la course là pour le moment. Et ensuite, les choses générales, ce sont les documents administratifs, donc la carte d'identité de la personne défunte. S'il va y avoir des visites ou si on va encore revoir la personne défunte, première affaire, il faudrait quand même avoir des vêtements qu'on choisira ou qui sont déjà préparés. Sa carte d'identité à soi, donc la personne qui veut organiser les funérailles doit aussi avoir sa carte d'identité. Puis après, pour le reste, elle doit se laisser porter par l'entrepreneur de pompes funèbres. Je veux dire, elle doit se laisser guider. Et notre rôle, c'est de penser à tout pour la famille. Donc, les démarches, c'est que le décès soit attesté, soit acté. C'est faire appel à une entreprise de pompes funèbres pour prendre en charge le défunt et organiser les funérailles et avoir les documents les plus importants, donc carte d'identité du défunt et de soi et l'acte de décès, la rédaction du décès du médecin, quoi. Qu'en général, l'entrepreneur de pompes funèbres va chercher lui-même aussi. Okay. Donc, de toute façon, dans les hôpitaux, dans les résidences, etc., il est d'office fait. La famille ne doit même pas intervenir. Donc, ça, ce sont vraiment les informations les plus élémentaires. C'est faire appel à l'entreprise de pompes funèbres quand le décès a été acté et venir avec ses documents. Alors, autre information élémentaire, parce que je les ai vus à l'œuvre, justement, et j'ai appris donc des choses que, évidemment, on ne sait pas. Il y a une réglementation communale sur les décès, donc sur les territoires communaux. Il y a une réglementation au niveau de tout ce qui est enterrement, pierre tombale. Enfin, tout ça est hyper réglementé. Où peut-on s'informer de manière anticipative et comment vous parvenez à donner ces informations de manière très professionnelle, mais en même temps bienveillante aux personnes qui en ont besoin? Pour avoir ces informations, c'est soit à la commune ou soit chez l'entrepreneur de pompes funèbres. L'entrepreneur de pompes funèbres, il a ces informations déjà parce qu'il est en contact permanent avec les communes
Et donc, il connaît quand même assez bien les réglementations. Et puis, je dirais, il se recycle chaque année pour savoir ce qui a changé au niveau des réglementations. Est-ce qu'il y a des nouvelles réglementations, des nouvelles lois Parce que le fait que la commune prenne de l'argent sur un décès dans sa commune, c'est quand même quelque chose d'assez... C'est une question qui est assez délicate. En Wallonie et en Flandre, ça n'a pas lieu. À Bruxelles, selon la commune où la personne va décéder, on va payer une redevance, notamment pour récupérer l'acte de décès, pour faire des démarches administratives. On peut apparenter ça à une taxe sur le décès, même si je ne sais pas si c'est vraiment une taxe en soi, mais c'est vrai que quand on fait la déclaration... Je savais même pas ça. Non, moi aussi, je viens de la France. Mais moi, pour nous, c'est assez délicat parce qu'on le met sur le bon de commande, mais on doit faire comprendre que ça n'a rien à voir avec nos services à nous. Je veux dire, si on n'effectue pas le paiement, voilà, c'est un peu, on paye un service de la commune. Mais une question aussi, est-ce que le fait aussi de rapatrier un corps d'une commune à l'autre, parce que par exemple, donc moi j'ai... Payer selon les communes qu'on traverse, oui. Mais ça n'existe plus, ça. Ah, ok. Ça, c'est parce fini, que je sais qu'il y a des endroits où c'est comme ça. Non, ça c'est fini depuis un petit paquet d'années déjà. Mais par contre, si on décède dans une commune qui n'est pas la nôtre, on paye plus cher. Qui n'est pas la commune. Ça dépend des communes. Ça dépend des communes. Mais c'est Il y a terrible. des communes, oui. Ce sont les, oui. C'est ça, ce sont les communes, les administrations communales qui régissent leur propre réglementation. Et moi, je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Et puis, voilà, je fais ce qu'on me dit par rapport à ça. Voilà. Hein. Je suis les réglementations, tout simplement. Et quid des locations aussi d'espaces dans les cimetières? C'est aussi une information que j'ai appris en vous écoutant travailler. Donc, il y a un montant qu'on paye pour pouvoir être enterré, oui. Et on loue sa tombe, quoi. Oui, on achète une concession pour une certaine durée. Ouais. On achète une concession pour une certaine durée. Et là, il y a aussi des réglementations. Mais bon, il y a des réglementations et des tarifs qui sont aussi différents pour une personne qui est domiciliée à la commune ou qui ne l'est pas. Mais c'est aussi. Mais ça, il faut comprendre que si, par exemple, il y a des cimetières, le cimetière d'Ixelles, par exemple, je vais dire que c'est un beau cimetière, mais c'est un cimetière qui est assez paisible par rapport à d'autres. Le cimetière de Bruxelles, c'est un grand cimetière avec beaucoup d'arbres, qui est presque comme une forêt. Et c'est là où il y a beaucoup de personnes aimeraient être inhumées. Si maintenant tout le monde se faisait inhumer aux beaux endroits, il n'y aurait plus de place pour les habitants de la commune. Donc évidemment, là, les communes elles doivent essayer de réguler pour ne pas que ce soit que les cimetières soient volés back et qu'il y ait plus de place pour les personnes qui sont domiciliées. Donc évidemment, ça, moi, je comprends je comprends qu'ils essaient de dissuader des fois certaines personnes de ne pas aller sur place parce que sinon, voilà, il y a des endroits qui sont complètement déserts et d'autres qui vont être surpeuplés et ça risquerait de poser problème au niveau de l'organisation et au niveau des inhumations, tout simplement. Donc, ça, c'est un peu plus dans l'ordre pratique. Et maintenant, c'est vrai qu'on achète des concessions pour une certaine durée. On achète une concession pour 15 ans, pour 20 ans, pour 30 ans, 50 ans, mais qu'on peut renouveler une fois qu'elle arrive à son terme. Donc, évidemment, c'est un achat proprement parlé, il n'y a pas d'acte notarié. On n'achète pas la partie, mais c'est une concession qu'on achète, mais que la commune peut récupérer si par exemple on ne renouvelle pas. On ne renouvelle pas. Donc, mais c'est aussi parce que il y a à l'époque des concessions qui étaient à perpétuité. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure des générations, les familles ne viennent plus non plus entretenir les tombes. Donc, ça commence à se laisser en désuétude, ça commence à s'écrouler, c'est pas de mauvaises herbes. Enfin, et donc, à un certain moment, les communes, les ouvriers communaux ne peuvent pas non plus passer leur temps à nettoyer les tombes qui sont plus du tout entretenues par les familles. Et donc, à un certain moment, ils ont dû se dire, bon ben voilà, on doit trouver aussi certaines solutions pour garder un minimum de mouvement au niveau des cimetières, au niveau de l'entretien, etc. Et que fait-on des corps alors, là où la concession n'est pas renouvelée, où la location n'est pas renouvelée? Que deviennent les corps ou les cercueils? Dans un ossuaire.
Ça part dans les ossuaires de la commune. Mais la plupart du temps, c'est quand même... à un certain moment, si on c'est toujours tout sur place, avec la population qui grandit, à un moment, on n'a plus de place. Donc, il faut pouvoir aussi gérer ces espaces-là. À un certain moment, de nouveau, c'est de l'ordre pratique. On doit pouvoir trouver des solutions. Mais ça, bon, c'est peut-être qu'au niveau de la culture, c'est différent, c'est de nouveau, et voilà, mais je comprends tout en ne comprenant pas. Je veux dire, je comprends qu'à un certain moment, on doit aussi faire des choix, parce que sinon, on n'a plus de place, et on va devoir un jour refuser aussi à des gens, de dire, bah non, c'est plus possible. Donc, en fait, voilà. c'est parce qu'avec la charge émotionnelle Oui. que contient la mort, on a du mal à se dire que c'est aussi juste froidement pragmatique, en fait, que d'un point de vue administratif, hein, je parle pas de tout l'événementiel autour, mais c'est assez froid, moi, je trouve. Mais bon, Gaëlle... Non, c'est sûr, c'est assez froid, et c'est pour ça que je trouve que tout ce qu'on peut faire de notre vivant pour justement ne pas confronter notre famille à le faire quand on est parti, ben, c'est bien. Oui. Alors, c'est vrai que le fait, on revient à la même chose, hein, le fait d'y penser et de le préparer, on a l'impression parfois de mettre déjà un pied dans la tombe, alors qu'en fait, non, pas du tout. Oui, tout à fait. Si, on a... Moi, je voulais juste peut-être faire quand même une parenthèse par rapport aux administrations, etc. Parce que, bon, c'est vrai qu'ils sont très terre-à-terre et d'une certaine froideur au niveau administratif, mais c'est pareil aussi pour les naissances et les mariages. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de différence non plus. C'est leur boulot. Et il y a des décisions qui sont prises qui sont pas forcément, je veux dire, les personnes avec qui nous on est en contact pour les démarches sont pas forcément les personnes qui prennent les décisions et qui font les choix, et qui sont peut-être pas des fois non plus d'accord, mais voilà, elles ont le boulot qu'elles ont, et elles font avec les réglementations qui sont en vigueur, et je pense pour la grande majorité, il y a quand même quand on explique à quelqu'un de l'administration qu'on a un problème, ils sont quand même relativement ouverts à la discussion, et on voit comment on peut clarifier certaines choses aussi. Hein. Ce sont des gens qui ont aussi un cœur. Et voilà. Mais souvent, ça dépend qui est ton gestionnaire de dossier, en fait. Parce que, non, c'est vrai. Parce que c'est moi, la juriste qui parle. Oui, je dis ça parce que j'ai été confrontée justement à devoir organiser justement le rapatriement d'une personne de mon entourage qui était décédée. Et c'est vrai que d'un côté, il y avait les pompes funèbres qui étaient assez pressantes. Oui, est-ce que vous venez chercher le corps ? Est-ce que le corps Parce qu'en fait, il n'était pas décédé dans la commune où il habitait, donc il fallait le rapatrier en plus à l'étranger, donc il fallait l'amener jusque Zaventem. Donc c'était des discussions assez... il faut choisir le cercueil, est-ce qu'on doit l'embaumer ? Enfin, il y avait plein de questions comme ça qu'on nous pose assez rapidement, mais déjà, on ne connaît pas tous ces termes, donc embaumer quelqu'un, on était un peu OK. Puis après, quand il est arrivé justement... Ce sont des termes très génériques en plus. Hein, oui, c'est ça. Donc... Qui n'ont aucun sens quand on le dit comme ça, et qui font peur en plus. Oui, c'est ça. Donc c'était un peu... je trouvais que c'était un peu froid, l'accueil. Après ça, donc, la deuxième compagnie qui s'est justement occupée du rapatriement à l'étranger... Le mindset était totalement différent. Beaucoup plus d'humanité, voilà, beaucoup plus d'humanité, humaine. exactement. Et puis vraiment dans l'empathie. Donc ils nous avaient donné. C'est primordial. Hein. Mais oui, et en plus on était en période de Covid, donc on pouvait pas se rassembler. Donc ils ont quand même organisé avant le départ un petit espace où on pouvait recevoir les gens, où les gens pouvaient venir passer près du cercueil, se recueillir un peu. Donc vraiment. Tout dépend de l'équipe qui s'occupe de votre dossier, parce que vraiment là, ils étaient vraiment dans l'empathie et vraiment, ils nous ont beaucoup aidés. Il y a des gens qui sont plus flexibles, plus ouverts que d'autres. Oui, voilà. Donc après, voilà, je pense que en fonction de la personne qui traite le dossier, elle a ses propres émotions, elle a ses propres problèmes. Donc, mais c'est vrai que c'est important d'être face à des gens qui ont de l'empathie. Parce que il faut surtout de l'empathie et de l'humain. Enfin, il faut être humain, tout simplement. Et il faut en parler avec des mots simples. Oui, parce que effectivement, quand on te sort certains termes, tu te dis bon, ça consiste en quoi Moi, je pense qu'il y a des termes qu'on peut peut-être des fois éviter, ou alors si on les emploie, on les explique.
Oui, tout voilà. simplement, avec des mots Exactement. simples. Mhm. Et pourquoi on doit, il y a ce processus aussi. Mhm. Voilà, je veux dire, la mort en soi et l'organisation des funérailles est déjà assez compliquée émotionnellement. Et ça sert à rien de mettre un poids Ah supplémentaire. oui, non, c'est sûr, Euh, ouais. Il faut le faire ça avec le plus de légèreté, Mhm. le plus de légèreté possible. Parce que de toute façon, ça changera rien. Donc voilà. Pour le coup. Et j'ai encore une question pratico-pratique avant justement de vous laisser peut-être vaquer à vos rendez-vous et puis laisser Gaëlle aussi poser ses questions et clôturer. Vous est-il déjà arrivé d'avoir des personnes qui ne pouvaient pas prendre en charge les funérailles? Et est-ce que dans ce cas-là, c'est OK, je ne peux pas le faire parce qu'il y a des frais qui ne sont pas que de mon sujet? Ou bien est-ce qu'il y a moyen d'échelonner comme pour des crédits, hein, puisqu'on est dans le pratico-pratique? Alors, il y a moyen d'échelonner et il y a aussi le service qu'on appelle le service d'indigents. Quand il y a vraiment des personnes, par exemple, qui n'ont aucune famille et qui n'ont pas de compte ou qui n'ont pas d'argent ou quoi que ce soit, c'est la commune du lieu de décès Qui prend en charge, qui prend en les charge funérailles. les funérailles. Et évidemment, on va dans le plus simple. Hein. Donc ça, c'est une chose. Et là, évidemment, l'organisation est complètement différente. Et après, il y a des personnes avec qui on s'arrange pour faire ça de manière échelonnée aussi. Mhm. Donc, et tout combien dépend de coûte la situation. un enterrement classique sans trop, mais quand même avec tout l'aspect donc, que vous avez mentionné en début d'émission, culturel, bain de consolation, les Qui reprend veillées, les salles. l'entièreté Oui, l'entièreté. pour Sans être dans le faste, une facture normale, je veux dire traditionnelle. On est en général entre 4500 et 5500, je dirais, pour avoir un ordre d'idée. Et pour une facture, par rapport je dirais, à l'organisation culturelle, on sera plus dans l'ordre je dirais des 7000 et demi. Parce que bon, il y a d'autres intervenants, évidemment. Je dirais entre 6005 et 7005. Pour avoir aussi un ordre d'idée. OK. Après, tout dépend de la situation, tout dépend de l'endroit. Il y a tellement de choses à prendre en compte, tellement de paramètres que d'un endroit à l'autre, ça peut passer du simple au double. Ça peut, voilà, c'est comme on disait, c'est l'organisation d'un événement, en fait. Oui, c'est l'organisation d'un événement dans en fonction l'urgence. du nombre de personnes, Oui, bien sûr. du lieu. Oui. Mhm. Donc voilà. Merci beaucoup. Vous savez tout, vous pouvez rejoindre mon équipe. Justement, où peut-on vous trouver? D'abord, Gaëlle, as-tu d'autres questions? Non, je pense que Nicolas était assez clair. Il nous a bien éclairé sur le sujet et apporté beaucoup de réponses déjà. Donc, Nicolas, où vous trouvons-nous le plus tard possible, mais où vous trouvons-nous pour anticiper? Alors, mon bureau est à Matonguet, donc rue d'Alsace-Lorraine numéro 2, qui est une rue qui rejoint la rue de Dublin et qui est perpendiculaire à la chaussée d'Ouavre. Et là est le petit bureau des pompes funèbres africaines. Et donc, vous pouvez... traditionnellement, c'est de 9h à 17h, mais je suis souvent là plus tôt et là plus tard. Vous avez une grande équipe? C'est vrai qu'on n'a pas posé la question. Tout dépend de l'organisation. Ça peut être une équipe restreinte comme une grande équipe. D'accord. Mais je suis de toute façon joignable 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Wow. Et le bureau est souvent ouvert entre 8h et 18h. Donc, rue d'Alsace-Lorraine, numéro 2, à Matonguet. Un numéro de téléphone? Le 0472 64 21 23, qui lui aussi est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et sinon, il y a les réseaux sociaux, donc PFAB, donc Pompes Funèbres Africaines de Belgique, et l'adresse mail qui est info@pfab.be. Merci beaucoup, Nicolas, merci de nous avoir accordé du temps. Et merci beaucoup, Gaëlle. Je te laisse le mot de la fin pour clôturer cette émission sur la mort. Alors, n'attendons pas notre départ pour dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Et préparons-nous aussi pour soulager les gens qu'on aime. Merci, Gaëlle.